Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un thème presque médical aujourd'hui puisque nous recevons un médecin radiologue, également pianiste, pédagogue et coach, le docteur Michel Temam, qui dans son dernier ouvrage « Vous êtes capable, vous allez réussir », publié chez Odile Jacob, nous détaille sa méthode pour apprendre plus facilement et lutter contre certains facteurs qui inhibent notre action, nous amenant parfois, docteur Serge Rafale, à procrastiner, voire à renoncer. Nous aborderons avec vous, docteur, les circuits de la mémoire et de la récompense, l'utilité d'une vision globale, les bienfaits de la lecture rapide et comprendront comment naît le plaisir d'apprendre. Ça va rassurer tous les gens qui aiment, qui veulent lire Marcel Proust, 3600 pages, on va peut-être apprendre à le lire en 1 heure, on ne sait pas, on va voir. Et puis également de transmettre, puisque pour vous, on fait bien, je vous cite, ce qu'on aime et on finit par aimer ce qu'on fait bien. Docteur Serge Rafale, je vous cède la parole pour votre entretien de la première partie de notre magazine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Docteur Temam, bonjour. Je suis heureux de vous recevoir pour un sujet qui nous concerne, ou nous a tous concernés, et qui pourrait commencer par la question « Pourquoi ?» Pourquoi remettons systématiquement certains dossiers sous la pile, se jurant de les traiter le lendemain ou plus tard dans la semaine ? Pourquoi fait-on ses devoirs la veille au soir et apprend-on son cours de piano juste avant d'y aller ? Pourquoi renonce-t-on au dernier moment à s'inscrire dans une salle de sport alors qu'on a promis et qu'on s'est pourtant promis de le faire ? Pourquoi n'arrive-t-on pas à lire jusqu'au bout la notice de montage d'un meuble en kit, disons suédois ? Je pourrais multiplier les questions et les réponses. Le manque de temps, de plaisir, de motivation, l'âge, la peur de ne pas y arriver, que sais-je encore ? Et si c'était simplement un manque de méthode ? C'est ce que nous allons demander au docteur Michel Temam, auteur de l'ouvrage « Vous êtes capable, vous allez réussir » chez Odile Jacob. Docteur Temam, vous nous proposez donc une méthode, la méthode GFP, applicable à tous les domaines qui repose sur 2 outils que vous allez nous expliquer, la globalisation et la fragmentation, sans oublier le plaisir qu'on peut y prendre, accentué, comme l'a dit Nicolas, par le fait d'apprendre, d'échanger, de transmettre. Nous allons expliquer les mécanismes, nous analyserons les centres de commande et de décision, nous listerons les blocages et proposerons vos solutions pour les lever, afin d'aller vers cet objectif de réussite, de bien-être et de fierté qui conclut votre livre et traduit donc, j'imagine, votre pensée. On fait bien ce qu'on aime, on finit par aimer ce qu'on fait bien. Vous l'avez bien dit. Très joli. Voilà, alors avançons pas à pas dans la méthode. Voyons d'abord la globalisation, notion très importante. Donc vous avez commencé par la méthode avant de parler du plaisir. C'est un petit peu l'inverse que j'ai proposé dans ce livre. Ah, vous avez dit GFP, alors globalisation, exactement. fragmentation Et plaisir. Et pourtant, se lancer directement dans une méthode sans savoir pourquoi, j'ai préféré commencer par le plaisir parce que c'est une espèce d'accroche de celui qui attend quelque chose de cette méthode. Donc la méthode PGF. Voilà, exactement. En tout cas, bravo pour la façon dont vous l'avez présentée. J'ai l'impression que j'ai presque plus rien à dire. C'est parfait. Fin de l'émission, alors. Non. Donc c'est très important d'avoir une vie. Alors vous avez commencé par le plaisir. On va quand même commencer par la globalisation. On va quand même commencer par la globalisation puisqu'on sait qu'on est là pour présenter une méthode. Donc effectivement, la globalisation, elle repose sur le concept connu qui est l'holisme. L'holisme, c'est une vision holistique. La vision holistique, voilà, une vision d'ensemble, une vision globale. Il est plus intéressant, d'avoir cette vision avant d'aborder les détails. Voilà, vous dites ça permet de prendre le contrôle. Et pour avoir cette vision d'ensemble, Nicolas parlait tout à l'heure de Proust. Je me vois mal. me plonger dans le lait pour avoir la pensée de Proust. Comment faites-vous ? Et pourtant, alors, j'ai une petite technique justement pour les gros ouvrages qui bloquent souvent c'est ce qu'on appelle l'incipit, les quelques pages qui commencent. Souvent, elles sont un petit peu hors sujet. C'est une façon d'accrocher le lecteur. Et j'ai une technique pour aborder ce genre d'ouvrage. On commence par lire une 30aine de pages.
et puis on revient systématiquement au début, et en fait, on est déjà en milieu connu. Et c'est la phobie de l'inconnu qui est une source de blocage. Et donc, on reprend, et puis on va commencer, et on va pouvoir suivre d'une façon beaucoup plus fluide. Ce qui est important, et ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que cette lecture doit être rapide. Voilà. Donc, si on a un petit blocage au début, je pense que c'est un petit peu intéressant de lire quelques pages pour se mettre dans le sujet et de systématiquement reprendre. Et souvent, on fait le constat qu'on est beaucoup plus attentif. On est déjà dans le sujet. Et ensuite, effectivement, la technique de la lecture rapide est une technique qui est assez connue, mais que j'analyse un petit peu dans ce livre sous différentes facettes et qui permet d'aborder le sujet, d'avoir très rapidement une vision globale. Alors, on a le sentiment, nous, que sur un nouvel ouvrage ou un ouvrage difficile, vaut mieux y aller lentement. Vous dites qu'il faut y aller le plus vite possible, sans s'arrêter, sans tout comprendre nécessairement. C'est d'ailleurs le pacte de lecture que j'ai bien défini au début de l'ouvrage, puisque il y a certains chapitres qui peuvent paraître un petit peu rébarbatifs. Ça n'a pas d'importance, il faut continuer. Et quand on y reviendra, on sera déjà dans le sujet, on sera plus familier. Et à ce moment-là, on pourra comprendre plus en détail. Vous pouvez nous expliquer le principe de la lecture rapide? Parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et vous dites, en fait, on lit en effectuant des sauts oculaires. Ouais. Et vous parlez de l'empan oculaire. Voilà, l'empan oculaire. En fait, on ne lit pas les phrases, on lit des groupes de mots. Et ces groupes de mots, ils sont... Alors, chez l'enfant, par exemple, il lit lettre par lettre. Et puis, c'est pour ça qu'il lit lentement. C'est pour ça qu'il lit lentement. Et le mot suivant, il se souvient déjà plus du mot précédent. Et en fait, on lit des groupes de mots. Et sur la rétine se projette uniquement la partie centrale du champ de lecture et de l'empan oculaire. Vous donnez d'ailleurs dans votre livre, il y a un très bon exemple d'une ou deux phrases où effectivement les premières lettres et les dernières seront compréhensibles, les autres sont dans n'importe quel ordre, et en fait, on le lit très bien, quoi. Oui, alors pourquoi on le lit très bien? Parce que, vous le lisez très bien, un enfant ne saurait pas le lire, ou quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le sujet ne saurait pas le lire. Pourquoi on le lit très bien? Parce qu'au fur et à mesure qu'on apprend à lire, on devient expert dans un sujet et on maîtrise davantage. Et donc, quand on est expert, on lit plus facilement. Par exemple, si je lis un article médical, je le lirai sans doute plus facilement que quelqu'un qui n'est pas médecin. Et si, au contraire, je lis un article de droit, j'aurai peut-être plus de difficultés. Mais donc, on photographie des groupes de mots, des mots, c'est ça? Voilà, donc on photographie des groupes de mots. Tout le reste est flou, se projette de façon floue sur la rétine, mais on arrive à comprendre la signification parce qu'on est un petit peu expert dans le sujet ou parce qu'on sait lire. Et au fur et à mesure, on peut augmenter la taille de l'empan visuel. Et puis, surtout, ce qui est très important, et là on passe au chapitre de l'inhibition, on veut tout comprendre. Mais non, on va essayer d'éviter de revenir en arrière. Donc, il faut augmenter la vitesse de passage d'un groupe de mots à un autre. C'est ça le principe de la lecture rapide. Alors ça, c'est une notion qui est importante. Vous dites qu'il vaut mieux lire rapidement et plusieurs fois que lire une seule fois lentement. Alors voilà. On a l'impression qu'on va s'imprégner et qu'on va tout comprendre. Ouais. Donc en fait, quand on lit plusieurs fois, à chaque fois, on est un petit peu plus expert. Tandis que si on perd du temps à aller chercher l'explication de chaque mot, on va perdre en vitesse de lecture. D'ailleurs, il y a un petit test. Quand on demande à quelqu'un de suivre avec un guide une page manuscrite, souvent... C'est intéressant, vous expliquez l'endroit où il faut poser le guide. On met le guide en dessous de la... on met le guide en dessous. En faisant défiler le texte. Et vous dites qu'il ne faut pas faire comme ça. Essayez donc d'étudier, d'analyser votre vitesse de lecture. Vous calculez le nombre de mots et puis le temps que vous mettez. Quand on met le guide au-dessus, du coup, ça empêche de revenir en arrière et on lit plus vite. Voilà. Alors, on va bien sûr essayer de comprendre ce mécanisme et c'est passionnant ce que vous écrivez. Donc, il y a dans le cerveau une zone qui est une zone de la mémoire et une zone qui est donc des décisions. En fait, il y a un centre inhibiteur de l'action et puis, à l'inverse, il y a un centre de commande qui analyse et il y a une compétition entre les deux. Voilà.
Donc en fait, j'ai voulu simplifier un petit peu tout le schéma cérébral. Et en fait, c'est comme une société dans laquelle il y a un directeur qui est le CIO, c'est le centre exécutif qui se trouve juste en arrière du front, donc c'est la zone frontale, et qui dirige toutes nos actions, toute notre volonté. Et en dessous, il y a un cerveau qui est un cerveau réflexe, comme le cerveau qui est moins corticalisé. Et en fait, on a une espèce d'aiguillage que j'appelle le commutateur du cerveau. On parlera des 2 commutateurs du cerveau, mais le deuxième, on l'envisagera après. Et donc, ce commutateur du cerveau permet de faire l'aiguillage entre la façon de réagir de réflexe et la façon volontaire. Donc, mais le cerveau utilise d'abord le TripAdvisor. Là, il a un indice l'agence de notation. Alors ça, c'est encore autre. Donc, c'est le deuxième commutateur du cerveau. Donc, pour finir avec cet aiguillage dans l'application de la lecture rapide, on a envie de revenir de façon réflexe pour tout comprendre, parce que notre cerveau veut tout comprendre. Hein. Et donc, à ce moment-là, notre aiguillage va se dire non, il faut aller vers l'acte volontaire et demander au CIO de prendre les commandes pour se forcer à avancer et non pas se laisser entraîner par le retour en arrière. Vous dites, nous sommes livrés à un combat intérieur entre l'expertise de lire vite et l'inhibition née de l'envie de tout comprendre. Ouais. Oui, voilà. Alors, donc après, vous avez parlé du deuxième commutateur du cerveau, c'est le TripAdvisor. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc on va bien différencier ce commutateur du cerveau qui est notre agence de notation et qui, devant toute expérience, vous parliez de facteurs inhibiteurs et donc vous avez envie, vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à faire, vous avez une phobie administrative, vous voyez vos documents qui s'empilent et vous n'arrivez pas à les aborder. Chaque expérience que l'on a est mémorisée dans le centre de la mémoire. Et chaque nouvelle expérience est confrontée comme le TripAdvisor, c'est-à-dire on va voir on compare les expériences antérieures. De son expérience antérieure, quelle était la note que nous lui avons accordée à cette expérience. Si elle est agréable, si c'est une bonne note, on y retourne. Si c'est pas agréable, on n'y retourne pas. Donc on va essayer de transformer, de faire en sorte que toutes nos expériences soient agréables pour avoir envie de les refaire. Une notion qui est importante, vous dites il n'est pas nécessaire d'attendre que s'installe la concentration pour lire vite. C'est en fait lire vite qui permet de rester attentif. Oui, c'est vrai. Tout ce qui permet, tout ce qui met dans l'action permet d'être attentif. Et donc en fait, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être attentif par la volonté. C'est très difficile de dire volontairement je vais être attentif. Quand on dit à un gamin concentre-toi, il va pas y arriver. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Par contre, si on lui donne des tâches très particulières, très précises à effectuer, ces tâches-là, il les effectue de façon procédurale, c'est-à-dire de façon mécanique, et au fur et à mesure, il rentre dans le sujet, il se concentre. Donc c'est une très bonne technique, de mon point de vue, pour devenir attentif. On a vu la globalisation, on va parler maintenant de la fragmentation. Là, c'est le découpage et vous avez une notion qui est une notion importante qui sont les lectures tissées. Alors, on le faisait un petit peu comme M. Jourdain, je le faisais sans utiliser le terme de lecture tissée. Mais effectivement, les autres lectures obéissent à des objectifs. Et par exemple, quand on écrit un livre, il y a une lecture pour l'orthographe, il y a une lecture pour le français, il y a une lecture, on ne lit pas de la même façon. C'est vrai, vous faisiez comme M. Jourdain, oui, c'est ça. C'était déjà des lectures tissées. Alors là, ce qu'on va faire, par exemple, quand on a un sujet à aborder, on peut faire un découpage dans le sens du texte, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, on le découpe en paragraphes. Mais ce qui est plus intéressant, parce que c'est actif et donc ça permet de rester attentif, on va essayer de trouver des liens, c'est pour ça des liens entre les éléments du document. Ça peut être des liens de complément, des liens de ressemblance, des liens d'opposition, tout ce qui relie, tout ce qui tisse ce qu'on a. Vous utilisez un terme fort, vous dites c'est un savoir revisité. En fait, on déconstruit et on reconstruit. On déconstruit et on reconstruit, on obtient notre savoir revisité. Vous allez plus loin d'ailleurs, vous dites c'est presque une autre vision du monde à la fin. Alors pourquoi c'est une autre vision du monde ? Parce qu'en fait, c'est pas seulement la lecture, c'est pas seulement un document, c'est tout. En fait, la vision du monde holistique, enfin de globalisation et de fragmentation, c'est aussi une façon d'appréhender l'existence. Il me semble inconcevable dans
tous les domaines que ce soit, d'étudier de façon analytique. Il faut toujours avoir une vision synthétique. Vous faites de la décoration, vous voulez agencer votre nouvel appartement, c'est intéressant d'avoir les liens entre les couleurs, entre les pièces, etc. Vous voulez faire de la géopolitique, vous ne pouvez pas vous limiter à un problème. Vous êtes obligé de voir dans sa globalité. Alors ça c'est en théorie, Dr Temam, mais dans la pratique, on est confronté à des blocages. Tout à l'heure, Nicolas nous expliquait les difficultés qu'il avait pu avoir pour aller s'inscrire dans une salle de gym, alors que depuis des semaines, il avait envie d'y aller. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça coince ? Alors, pourquoi ça coince ? Parce qu'on a tous des facteurs inhibiteurs. Quand on a un souci, la première chose, quand on souffre d'un de ces facteurs, je pense que la première chose, c'est d'essayer de l'analyser. Donc, j'en fais le listing qui n'est pas exhaustif, mais je pense que beaucoup de personnes qui ont des blocages, ou même qui n'en ont pas, qui pensent ne pas en avoir, pourront améliorer leur capacité, leur potentiel en essayant... notant quels peuvent être leurs blocages, la mésestime de soi, la phobie de l'échec, la procrastination, les troubles de l'attention, tout ça, ce sont des blocages. Donc, c'est déjà intéressant de comprendre ce qui nous limite. Et puis ensuite, ces blocages, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous un lien avec le plaisir. Et en fait... plus avec le plaisir qu'avec la phobie de l'échec. Le plaisir ou le déplaisir, le plaisir ou sa négation, ou le déplaisir. Par exemple, la phobie de l'échec, c'est cette espèce de peur d'échouer. Donc c'est bien une relation avec le déplaisir que nous a provoqué une expérience antérieure, par exemple. La mésestime de soi, on voit bien que c'est que ça évoque un déplaisir. La motivation extrinsèque, par exemple. La motivation extrinsèque, c'est bien elle est bien en lien avec un plaisir immédiat. Parce qu'en plus, ces plaisirs, il faut comprendre qu'il y a le plaisir immédiat, le plaisir différé. Le plaisir actif, c'est celui dans lequel, tout à l'heure, on est rentré quand on a trouvé des liens et que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était bien plus capable qu'on ne le pensait parce qu'on a commencé à s'habituer au sujet. Tous ces facteurs inhibiteurs ont un lien avec le plaisir, absolument. Vous parlez du plaisir et dans votre ouvrage, on se rend compte qu'il y a une lutte en fait entre le plaisir immédiat et le plaisir différé, entre le plaisir passif et le plaisir actif. Oui, donc le plaisir, par exemple, entre le plaisir immédiat et le plaisir différé, c'est l'expérience du marshmallow. Du marshmallow qu'on donne à un enfant. On lui dit tu en as un tout de suite, ou alors tu attends, tu en auras un deuxième. Le plaisir différé nécessite de l'anticipation. Alors évidemment, chez l'enfant, il faut une certaine maturation cérébrale pour obtenir cette anticipation. Mais même chez l'adulte, très souvent, on a le plaisir immédiat. C'est quoi ? C'est lire son SMS, aller voir sa série. Et donc, on est en permanence entre ce plaisir immédiat et ce plaisir différé. Et c'est ça qui fait l'équilibre attentionnel. Entre autres. On mixe. Alors, bien évidemment, il y a aussi le plaisir addictif. Vous dites le plaisir addictif, là, c'est le plus grand ennemi du plaisir différé, en fait. Ouais, parce que c'est un plaisir qui est lié à l'habitude et c'est une habitude qui donne un plaisir rapide, donc plus facile à obtenir. Et donc, il faut effectivement faire un certain effort pour se dire que par la volonté, on va essayer de répondre à un certain challenge et donc augmenter son estime de soi, bien évidemment. Une notion que j'ai trouvée dans votre ouvrage et qui m'a intéressé, vous dites que l'objectif pourrait être le flow, F-L-O-W, le flow, une espèce d'extase. Ouais. C'est une notion que les sportifs connaissent bien. Par exemple, le marathonien, à un moment donné, il ne sait même plus qu'il fait un effort. Il continue et il ne sait même plus qu'il fait un effort. Bon, moi, je suis pianiste, donc il m'arrive de rester pendant des heures et ne plus savoir quelle heure il est. Aucune notion du temps, oui, c'est ça. On perd la notion du temps et on est dans une espèce d'état second. Donc, et ça donne ça potentialise ses capacités d'une façon incroyable. Et surtout, vous dites qu'on peut y arriver avec n'importe quelle activité, aussi banale soit-elle. Alors, ouais. Peut-être pas quand même. Bah, écoutez, j'en ai fait très souvent l'expérience. Par exemple, le rangement. Oui.
souvent, quand on commence à ranger, on commence par un petit bout, on commence à ranger sa bibliothèque, puis ensuite on se rend compte que, on va ranger tout, et on s'est pas rendu compte qu'on était sans aucune difficulté. On avait fait quelque chose qui vous aurait un petit peu fait peur quand vous envisagiez de commencer, oui. Une notion que j'ai trouvée dans votre ouvrage, vous citez René Girard là, dans La violence et le sacré. Vous dites, ça c'est très très important pour le pédagogue que vous êtes, c'est le désir mimétique. Voilà. Alors peut-être que Nicolas posera une question tout à l'heure sur les neurones miroirs. Je crois que ça repose là-dessus. Et en fait, l'enthousiasme du professeur va vous emmener, c'est ça ? Je pense qu'on en a tous eu l'expérience. On a tous eu l'expérience d'un professeur du cours où vous avez envie de dormir, complètement soporifique, et puis le cours extraordinaire où vous êtes passionné et on vous transmet l'envie d'apprendre. Mais je pense que c'est valable dans tout. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique dans toutes les catégories. Par exemple, c'est aussi bien le cours dans le cours scolaire, enfin au collège, au lycée, mais ça peut être aussi les parents vis-à-vis de leurs enfants qui leur montrent ce plaisir, cette curiosité, enfin cet enthousiasme qui est communicatif, et ça repose sur un fonctionnement cérébral qui a été mis en évidence par une équipe de neuroscientifiques à l'époque. Alors, pour essayer de progresser, vous dites c'est important d'évaluer son niveau et de corriger ses erreurs. Et vous dites que bien souvent, on a plutôt tendance à accumuler les connaissantes plutôt que d'aller corriger ses erreurs. Je pense c'est valable dans tous les domaines. C'est vrai. La correction de l'erreur, c'est-à-dire que la correction de l'erreur est le fondement de la progression. Est une étape fondamentale. Je parle aux musiciens, par exemple. Très souvent, on fait une faute et puis on fait toujours la même. Voilà. Si on ne s'arrête pas pour décortiquer, pour analyser en détail pourquoi on fait cette erreur, pour la corriger, pour l'isoler de son contexte, on continuera à faire cette même erreur. Avec une appréhension à une partie du morceau. Et en plus, par exemple, bien sûr, on sait qu'on va faire l'erreur, donc et en plus, je pense que cette appréhension pousse encore à l'erreur. Vous dites qu'il faut consolider et consigner le savoir. Alors, j'ai trouvé 2 petits moyens que j'utilisais, là encore, de façon inconsciente, qui est le post-it, avec noté. Vous dites, en fait, le petit wiki. Alors, oui, donc en fait, consigner ses informations, c'est quelque chose qui me paraît important. Donc, parce que sinon, on oublie. Et effectivement, il y a son petit Wikipédia, c'est son petit wiki, c'est organiser son savoir d'une certaine façon en fonction de ses centres d'intérêt. Et le post-it, attention, c'est pas juste noter, il faut pas que j'oublie de téléphoner à telle personne. Je prends ça pour consolider une série d'informations. Le post-it, il a des caractéristiques très particulières. Il faut qu'il raconte une histoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'avec des mots-clés, on arrive à le synthétiser de telle façon qu'avec juste une ligne qui exprime une petite histoire, on arrive à restaurer, On reprend notre discussion dans la deuxième partie de notre magazine. Ne jamais remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le surlendemain, écrit Mark Twain, à l'opposé de ce que vous venez de nous dire. Merci Mark Twain, qu'on embrasse. On se retrouve dans quelques courts instants, juste le temps d'aller passer la serpillière avec beaucoup de bonheur, peut-être. Quelle note vous nous donnez, vous qui avez pris ? Est-ce que vous avez pris du plaisir dans cette première partie, docteur ? Écoutez, franchement... Votre TripAdvisor vous met à combien, là ? Vous êtes parfait. Je reviens toutes les semaines, si vous voulez. On revient en deuxième partie, alors on est qualifié. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Non, je ne procrastinerai plus. Je suis revenu pour cette deuxième partie de l'émission en compagnie du docteur Michel Temam. Vous êtes capable, vous allez réussir. Paru aux éditions Odile Jacob. On a parlé de la globalisation, on a parlé de la fragmentation, on a parlé surtout du plaisir. Voilà, vous dites qu'il faut du plaisir pour eh bien se comporter et puis vivre une vie finalement heureuse, pleine de vertus. Est-ce que vous émettez c'est pas l'ancien élève qui lisait, dès qu'on lui disait quelque chose, qui lisait autre chose, la chose juste à côté qui vous parle, mais vous émettez une réserve à propos de l'idée qu'il faut laisser l'enfant choisir ce qu'il va apprendre. Et alors, que se passe-t-il s'il y a réticence, aversion ? Ah oui, parce que sinon, on va forcément sélectionner des sujets. Faut se battre un peu, faut sortir de la zone de confort. Je pense qu'il faut vraiment sortir de la zone de confort. Il me semble que c'est plus intéressant de lui donner les clés pour trouver lui-même du plaisir dans la chose à faire. Vous qui êtes pianiste, les parents ont souvent tendance à proposer le piano au violon, quoi. C'est pas, c'est confection pour homme ou pour dame, quoi. C'est piano ou violon. Et en fait, comment on fait pour interroger le gamin? Peut-être qu'il a envie de faire du tambour, peut-être qu'il a envie d'autres instruments, de souffler ou de... Oui, mais enfin, en tout cas, quand on a pris la décision de faire quelque chose, il faut le faire. Et puis, je parlais surtout, ça, ce sont des activités ludiques, des activités extrascolaires, mais quand j'entends parfois des personnes qui défendent l'enfant dans son choix, c'est-à-dire que oui, il faut lui laisser faire ce qu'il veut. Non, on ne peut pas se permettre de lui laisser faire ce qu'il veut. Il peut pas lui-même sélectionner ce qu'il va apprendre. Il y a quand même des bases de la culture qui sont nécessaires. Il peut pas se dire moi j'aime pas l'orthographe, je vais pas faire d'orthographe. Il va falloir lui donner ce plaisir de faire de l'orthographe. Voilà, il va falloir lui donner ce plaisir de faire de la grammaire. Alors moi je pense que l'enseignement parfois laisse à désirer. Je pense que assez souvent, malheureusement, la faute c'est quand même aussi, pas toujours, pas seulement, mais c'est aussi la faute de la méthode d'enseignement. Déjà, je pense que quand on n'a pas envie de transmettre, on n'est pas capable de transmettre. C'est vraiment un bonheur intime, la transmission du savoir. D'abord, je finis mon ouvrage par ce bonheur. C'est un amour de l'autre, la transmission. Donc, quand on le fait avec amour, déjà, les choses se passent mieux. Et puis ensuite, il y a des méthodes. J'ai donné, par exemple, la méthode pour apprendre les notes de musique, qui fait... c'est anecdotique. C'est un petit peu un petit clin d'œil. C'est visuel, en fait. Un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil aux mélomanes ou aux parents qui ont envie que leurs enfants fassent de la musique. C'est une méthode parmi d'autres, mais en fait, il faut quand même avoir une certaine structure dans l'enseignement et dans la transmission. C'est pas... très souvent, on a des professeurs qui partent sans méthode. Et donc, c'est très difficile de capter l'attention de l'enfant. Et donc, peut-être, ça l'inhibe. Là, dans votre livre, vous avez parlé des parents, enfin de l'expert. Et parfois, les parents, ils arrivent à un niveau, le principe de Peters. Je pense que ils savent plus le faire. Vous dites qu'il faut continuer à les accompagner parce que c'est... D'abord, je pense que les parents eux-mêmes sont bien plus capables que ce qu'ils ne croient. Ils ont déjà au moins leur vécu, leur expérience. Vous savez, ils ont presque une expérience à portée presque philosophique. Par exemple, ce sont des exemples, tous ces exemples de vie qu'on transmet à ces enfants qui peuvent les aider à découvrir. C'est quand même très important. Et puis, on peut aussi inverser les rôles. C'est-à-dire que le parent qui devient l'élève de son enfant, moi ça m'est très souvent arrivé d'aborder des sujets que je ne connaissais pas du tout et où je demandais. C'est l'enfant qui vous explique ? C'est l'étudiant qui m'explique et en m'expliquant, évidemment, lui, il s'approprie ce qu'il est en train de m'expliquer. On ne sait jamais mieux, on ne connaît jamais mieux que ce qu'on enseigne. Donc, Est-ce que vous pouvez nous parler de l'effet Pygmalion ? C'est en fait l'anticipation de la réussite pour persuader qu'on croit en l'enfant, et alors on refait des tests plusieurs mois après, des primo-tests qui n'avaient pas été sanctionnés. Chez des élèves qui avaient été surnotés, Nicolas, je crois. Chez des élèves qui avaient été surnotés, et on se rend compte que la réédition de ces tests, finalement,
Ça leur a donné de la confiance, quoi. Voilà, c'est ça. Alors dans mon livre, j'ai pas d'expérience de laboratoire, j'ai aucun chiffre. Non, c'est très pratique. C'est plutôt c'est un livre qui est vraiment uniquement basé sur le côté pratique. Mais effectivement, je crois en toi, je sais que tu vas savoir. Alors évidemment, moi j'ai un petit peu une façon, j'ai quand même un levier, c'est que je sais qu'avec ma méthode, en général, ça marche. Donc, quand j'ai, par exemple, un étudiant qui est phobique et qui veut pas, qui dit non, mais ça, j'y arriverai pas, je sais qu'avec ma méthode, je vais débloquer et ça va marcher. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Mais je pense que, oui, anticiper la réussite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le TripAdvisor, c'est notre agence de notation, comme si on anticipait sa note. Donc, on est face à... on sait plus, on croit qu'on a un souvenir positif, ça se confond dans notre mémoire, donc on croit qu'on a un souvenir positif et donc oui, assez souvent ça va avoir une influence positive. Il faut essayer de lui faire retrouver le plaisir, parce que tout à l'heure vous m'avez repris en disant non, le plaisir est plus important, doit arriver avant la globalisation et la fragmentation. Donc chez un gamin qui s'ennuie et qui a du déplaisir, même des expériences malheureuses. Alors en fait c'était une façon de présenter le livre. Je me suis dit mais est-ce que des gens vont me lire cet ouvrage parce qu'ils cherchent une méthode? Non, les gens, ils lisent cet ouvrage parce qu'ils souffrent. Ou certains parce qu'ils ne souffrent pas, mais ils ont envie d'améliorer leur capacité. Donc, effectivement, je suis bien obligée ils viennent parce qu'ils ont des facteurs inhibiteurs. Donc, on va analyser ces facteurs inhibiteurs, comme on a dit tout à l'heure, et ensuite... On met le lien, on montre quel est le lien avec le plaisir, et c'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est comme une éducation thérapeutique. Le patient, puisque je parle donc comme un médecin, l'éducation thérapeutique, on sait très bien que le patient suit plus son traitement quand il a compris à quoi ça sert. Ça a été démontré. Donc, je fais la même chose, on comprend ce qui se passe dans notre cerveau, et donc on va être un petit peu plus convaincu. Mais ensuite, je m'arrête pas là. Le coaching mental, moi j'y crois pas. C'est-à-dire qu'on peut pas. Il me semble que c'est très difficile de dire voilà, on va lutter contre ces facteurs d'inhibition. Non. Et donc c'est pour ça qu'en deuxième partie, même si la méthode s'appelle GFP, mais en fait effectivement. La globalisation et la fragmentation sont au service du plaisir. Et le plaisir, c'est bien ce qui vient couronner le tout. C'est pour ça que la méthode s'appelle... j'ai préféré l'ordre de la méthode GFP. Le plaisir couronne tout et la joie. Vous avez parlé en première... J'aimerais qu'on parle des neurones miroirs. On va arriver à cette question. Vous avez dit que pour arriver et contredire ces facteurs inhibiteurs, eh bien, il fallait faire place aux facteurs transmetteurs. Tout à l'heure, les parents sont les premiers professeurs. Racontez-nous l'anecdote de la découverte de ces neurones miroirs qui permettent d'entretenir cette passation d'énergie communicative et donc ce plaisir. Alors c'est une anecdote qui est très amusante. Donc c'était des neuroscientifiques qui avaient branché des casques sur le crâne de singes et qui croyaient et qui observaient avec des IRM fonctionnels qui observaient l'allumage de certaines zones et en particulier de certaines zones motrices par exemple. Et donc ils croyaient avoir débranché les casques et en fait ils étaient encore branchés et un des neuroscientifiques a pris une banane et le singe l'a vu. À partir du moment où c'est une action à visée intentionnelle, c'est-à-dire je refais pas le même mouvement que la personne en face de moi, mais quand il y a une intention... Sur ces zones cérébrales, il mangeait la banane. Eh bien, on a vu que ces zones cérébrales s'allumaient, la zone de la main, la zone motrice de la main s'allumait pour porter la banane à la bouche. Piquer la banane. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a mis en évidence des neurones miroirs, mais en fait ces neurones ils sont éparpillés, ils sont pas seulement dans le système, dans les aires cérébrales de l'action, elles sont aussi dans les aires cérébrales de l'émotion. Et donc, c'est ça qui explique un petit peu le rire communicatif, la tristesse communicative. Et c'est de ça dont je me sers tout le temps. C'est-à-dire, j'essaye de communiquer ma passion, que je pense qu'il transparaît quand je parle de ce sujet.
Eh bien, on va continuer cette discussion fort plaisante et fort instructive juste après être allé faire un petit tour vers un autre véhicule de bonheur. C'est notre professeur de l'info, Eva Soto. Réfois. Eva Soto. Radio J. Eva Soto, j'aime bien ce jingle. Ouais, moi aussi. Vous avez bonne mine aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, vous savez quoi, Nicolas? Je rentre de vacances. J'ai passé l'âge des devoirs de vacances, des fameux cahiers de vacances. Les passeports. Et voilà, les fameux passeports. Et d'ailleurs, j'ai rien révisé. Mais alors, rien révisé du tout. Qu'est-ce qu'un capitaliste? Un habitant de la capitale? Oui. Et un centenaire? Un homme qui possède 100 francs? Oui, très bien. Catherine, qu'est-ce qu'un palmipède? C'est un homme qui vit dans les palmiers? Oui. Cathy, qu'est-ce que c'est qu'une grève générale? C'est quand les généraux sont en grève? Oui, très bien. Brigitte, une question très difficile. Pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant de les mettre dans une boîte? Pour ne pas qu'elles boivent l'huile? Très bien. Et où fut signé le traité de Versailles? Au bas de la feuille? Très bien. Mais j'allais oublier Vincent. Vincent, dis-moi, le défaut de celui qui est avare, c'est l'avare? La varicelle. Très bien. Et l'impératif du verbe se taire? Chute. Ce reportage exhumé des archives de l'INA date de 1965 et les enfants qui répondent aux questions ont calqué leurs réponses sur Hardy les cancres, un recueil, sorte d'ancêtre des fameuses perles du bac qui recense le pire des meilleures réponses d'élèves interrogés qui patauge et qui compose avec des souvenirs vagues mélangés à une reconstitution ou alors à une construction totale d'une réponse qui pourrait sembler cohérente. Et très bien décrite dans un poème de Jacques Prévert, Le cancre, dans le recueil Paroles publié pour la première fois en 1946. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tous les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Les erreurs et autres comblages qui sont pleins de poésie quand on est Jacques Prévert, mais n'est pas Prévert qui veut. La première fois qu'il rencontre Joseph Cosma, dont on a fêté l'anniversaire la semaine dernière, 1905, il le rencontre dans une salle d'attente d'un médecin et il dit à Joseph Cosma, musicien qui parle pas un mot de français, « Je déteste la musique classique ». C'est leur rencontre avec Joseph Cosma. Eh ben voilà, plaisir, que du plaisir. En tout cas, n'est pas Prévert qui veut, et puis qui peut surtout, car la France est plutôt mauvais élève si l'on regarde tous les derniers classements internationaux et nationaux où elle ne cesse de glisser. Singapour, la Corée du Sud, le nord de l'Europe tiennent le haut du pavé. Et en France, le nombre d'élèves en difficulté qui a augmenté de 10 points en 10 ans. Et c'est surtout entre la 6e et la 3e que ça se joue. Selon l'Éducation nationale, un collégien sur 4 n'a pas le niveau attendu en fin de 3e. À titre de comparaison, les élèves de 4e d'aujourd'hui ont le niveau d'élèves de 5e d'il y a 25 ans. Et à quoi est dû cet échec? Au fait, en tout cas selon les enquêtes internationales, que la plupart des élèves qui décrochent ne possèdent pas les fondamentaux. Bon, je peux pas aller blâmer les experts internationaux, d'autant plus que je ne sais pas si vous vous souvenez, Nicolas, les divisions et les soustractions à retenue. Vous vous rappelez de ça? Non. Bon, moi, j'ai jamais réussi à les faire. Toujours la catastrophe. J'ai toujours confondu la gauche et la droite. C'était mal parti pour les maths. Et pour la politique. Et aussi. Et je ne savais jamais où les mettre, ces fameuses retenues. Je me retenais de rien. Du coup, mes mauvaises notes en maths dont je riais en public m'interrogeaient. Je suis peut-être bête. Rire en public, angoissé en dedans. Mais non, vous n'êtes pas seul, Eva, car en France, c'est justement en maths, mais également dans les matières littéraires que les élèves ont le plus de difficultés. Ils s'en sortent plutôt bien quand il s'agit de compétences assez simples du type localiser une information, mais pas quand on leur demande de réagir à des compétences plus complexes sur un texte. Les inégalités joueraient un rôle important dans ces résultats. Et le problème, c'est justement que ces inégalités, l'école n'arrive pas à les corriger. Plus de 85%
60% des élèves de milieux favorisés entrent en seconde générale contre 42% seulement des élèves de milieux défavorisés. Et moi, c'est bizarrement grâce à un prof de maths où pourtant j'étais nulle que je me suis sortie des problèmes. Grâce à celui, non pas qui m'avait dit que je devais vraiment être bête pour ne pas comprendre comme les autres élèves ce qu'il m'expliquait, mais à ce prof de maths dont je me souviens très bien et qui m'a dit, après le premier conseil de classe de l'année, que je devais vraiment avoir un problème de blocage complet pour être si nul en maths et si doué dans les matières littéraires et en sciences humaines. Le verdict est tombé bien plus tard, quand j'ai cherché en fait. Personne ne m'a aidé, je souffrais de dyscalculie, l'équivalent de la dyslexie pour les chiffres. Il y a des problèmes d'inégalité sociale à l'école, mais probablement aussi d'autres problèmes qui sont liés à de mauvaises prises en charge. Merci Eva Soto. Moi, c'est un copain qui est venu à la maison un jour, Stéphane, je l'embrasse, qui a dit à ma mère, je ne peux plus rien pour lui en maths. Je ne peux plus rien. Au secours, laisse-moi sortir. Moi aussi, ma mère, elle me prenait des profs de maths et il laissait tomber. Il disait, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. Et puis mon père m'a envoyé voir Monsieur Nardou. Mais enfin, c'est pas le moment de régler les comptes. Voilà. On va accueillir Vladimir Mitz. Allez, pour la peine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour, cher Vladimir, docteur Vladimir Mitz. Bonjour, chers amis. Pour parler de la procrastination, le consentement mutuel, un document rarement lu. Vous êtes venu avec un exemplaire aujourd'hui, rarement lu par le patient en entier. C'est vrai que les patients lisent pas ce consentement. Et oui, là, je voudrais revenir sur la procrastination qui frappe beaucoup de patients, même la majorité des patients, qui avant une opération reçoivent une liasse de documents que l'État impose. Il y a ce qu'on appelle le consentement mutuel, ce qui veut dire qu'on a le droit de lui infliger toutes les tortures à condition de le prévenir, mais qu'il doit en accepter les conséquences. Et en général, le patient ne le lit absolument pas, et donc à la fin, il va signer. Peu d'entre eux l'ont lu et nous posent des questions pertinentes. Il y a un deuxième document que les patients lisent alors beaucoup plus attentivement, c'est le devis. Alors le devis, lui, il indique tous les postes. Il est bien écrit en même temps. Voilà, il est bien écrit. Il y a du style. Ah, voilà, vous avez bien vu. Et donc là, en général, ils le lisent, mais pas entièrement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils regardent, c'est combien ils vont avoir à payer et à qui. Ça, heureusement, ce document-là, il est assez bref, il est indispensable. Légalement, on n'a pas le droit d'opérer quelqu'un. Voilà, on n'a pas le droit d'opérer quelqu'un s'il n'y a pas la mention de tous les postes que le patient devra avancer ou payer pour éventuellement être remboursé par la sécurité sociale pour une partie. Et il y a un troisième document qui est donc très important, très long. Ce sont des fiches que éditent les sociétés savantes, par exemple, pour moi, la Société de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique. C'est un document qui fait 7 ou 8 pages sur lequel sont décrites toutes les opérations et notamment les opérations que le patient va subir et également ses complications. Vous êtes obligé de les commenter avec lui ? On n'est pas obligé de les commenter, mais le patient peut nous poser des questions à leur propos. Parce que c'est très compliqué quand on lit ces textes pour un patient de se dire, mais si je me fais opérer des paupières, par exemple, est-ce que je risque de perdre la vue ? Et nous, pour leur dire, bah oui, il y a une chance infime, mais ça peut arriver, c'est difficile à dire, et donc c'est important que cela soit écrit. Alors la procrastination des patients à ce niveau-là, elle est immense. En fait, c'est un gage de confiance. Ils font confiance au praticien qui va les opérer, à l'équipe qui va les recevoir, mais ils ne lisent pas. Un peu comme pour les assurances, tout à l'heure on l'a mentionné, c'est qu'on ne lit pas tous ces textes qu'on nous donne. Et comment faire pour qu'on ait plus de précision dans notre esprit pour arriver à lire tous ces documents, les comprendre, les assimiler, et en plus il faut les signer, ce qui nous engage au niveau, je dirais, transactionnel. Par exemple, le devis, quand le patient le signe, c'est un contrat en quelque sorte entre le médecin et le patient, et le chirurgien ou le médecin peut réclamer ensuite les honoraires si le patient ne le paye pas, puisqu'il a signé ce devis. C'est donc quelque chose qui est très très important, et pour les patients qui nous écoutent et qui vont être bientôt opérés, lisez tous ces textes qu'on vous a remis, c'est très important que vous puissiez les évaluer, et si vous avez encore des doutes et des questions à poser, le médecin est là pour vous répondre avant l'intervention.
Un mot sur le... Est-ce qu'il faut les lire rapidement ou est-ce qu'il faut les lire scrupuleusement, ces documents qui sont remis à chaque J'aurais une patient? question complémentaire. On est vraiment dans la procrastination, comme parlait le docteur Mitt, ou c'est simplement là, un blocage technique? On a quand même un flux d'informations dans tous les domaines qui est insupportable. Les mails qui arrivent toute la journée, les contrats d'assurance, le mode d'emploi de sa machine, etc. Enfin, c'est vraiment compliqué. Dans ce petit livre, dans le livre que j'ai écrit, j'ai proposé une technique, en fait, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, juste après l'introduction, il y a ce qu'on appelle la vision globale. Et en fait, quand on lit la vision globale, on a déjà pratiquement tout compris. Et quand on lit tout ce qui est présenté, il me semble que si on voulait le lire d'une traite, en fait, il faudrait que ça soit présenté à 2 niveaux. Quand j'enseigne, je fais un premier passage extrêmement succinct qui balaye tout. Et ensuite, on peut rentrer plus dans les détails. Alors effectivement, si on veut, dans tous les domaines, si on veut présenter quelque chose d'une façon constructive, c'est vraiment constructive, on peut éventuellement partir d'un socle simple et aller vers ce que j'appelle la pyramide inversée, c'est-à-dire que à sommet tronqué, le socle, c'est ce qu'on lit la première fois, ce qu'on comprend la première fois, et ensuite on va pouvoir ajouter les détails dessus. C'est vrai que quand on voit ces pavés, mais c'est pas seulement malheureusement dans le consentement mutuel, c'est toute notre vie est comme ça. Donc, parce que là, on est obligé, vous êtes obligé de lister les accidents possibles, donc Oui. les patients n'ont pas obligatoirement envie de lire ça. Ils en ont pas envie, mais non seulement ils en ont pas envie, mais ils espèrent que ça sert à rien. C'est surtout ça, c'est procrastination. Bon, c'est écrit, je le lirai peut-être après, mais je vais pas le lire avant. Et c'est un petit peu ce refus d'aller au bout. Est-ce que la lecture auditive, c'est-à-dire que est-ce que si on leur proposait un petit enregistrement où on leur explique, comme vous nous l'expliquez très justement, Le très système facilement, de l'audio ça serait, libre. oui, une espèce de petit livre audio du consentement mutuel. Installé dans les salles d'attente des cabinets Voilà, avec les une espèce explications. de- Mais pourquoi ou pas, alors pourquoi pas. un petit livre, on pourrait l'envoyer par mail et puis les gens l'écouteraient chez eux tranquillement ou en voiture ou dans les transports. Enfin voilà, pourquoi Je pas. trouve que c'est une grande idée, c'est effectivement une grande idée, mais il faudrait valider l'audition par un document signé. Oui, Parce que comme après- c'est contractuel toujours, Oui, mais il faut que le patient accepte ce qui lui mais est proposé. si on lui lit, très souvent, quand quelqu'un a peur de lire un document, je prends juste le document et je le lui lis, mais très 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 vite. Et en fait, l'inhibition disparaît instantanément. Alors pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Mais le docteur Rafal parlait des enfants qui, selon leurs aptitudes, ont envie de percusser sur un piano ou sur un tambour, d'autres de souffler. Voilà, il y a des gens qui fonctionnent de manière auditive, des gens qui fonctionnent de manière sensoriellement un peu différente les uns des autres. L'histoire je crois qu'on va le breveter. Eh ben écoutez, Matin, là. mais c'est à ça que sert Réfoy également, c'est à breveter. Un mot, alors, puisqu'il nous reste 2 minutes à passer avec plaisir avec vous, un mot sur l'hippocampe hypertrophié des chauffeurs de taxi londoniens. Est-ce que vous pensez qu'il va se rabougrir avec le Waze, avec le GPS? Moi, maintenant, quand je prends un taxi, je lui dis, tiens, rue, machin, et il regarde et il sait plus où c'est. Je pense que l'hippocampe, on sait que c'est l'atrophie hippocampique qui est la base de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est quand même très important. La maladie d'Alzheimer, je rappelle, c'est toute la pathologie qui atteint des sujets plus ou moins jeunes et qui s'accompagne d'une atrophie hippocampique qui est mise en évidence quand on fait une IRM. On voit bien la structure qui s'est atrophiée. Donc effectivement, tout ce qui muscle le cerveau, on ne se muscle pas seulement les muscles squelettiques, on se muscle aussi le cerveau. L'hippocampe chez les chauffeurs de taxi londoniens, parce que c'est la petite anecdote qui Vous avez un hippocampe hypertrophié parce que la circulation, c'est très très compliqué de se repérer dans l'ombre, donc c'était assez spécifique. Je vais vous dire, taxis. aujourd'hui à Paris, c'est aussi compliqué puisque la direction des rues change tous les jours. Donc même Waze nous fait aller dans des sens interdits. Mais par exemple, le violoniste qui utilise sa main gauche, c'est bien la main gauche c'est la main droite qui conduit l'archet, donc c'est pas elle qui a la plus grande motricité, le plus grand détail. Et ben c'est le centre de la main gauche, c'est-à-dire comme il y a une
l'hémisphère droit contrôle la main gauche, c'est bien le centre de la main gauche qui est hypertrophié chez le violoniste. Donc, on a démontré qu'on se muscle le cerveau. C'est la fin quasiment, voilà. Je voulais vous poser une question sur ChatGPT sur le diagnostic médical. Est-ce qu'en 10 secondes, vous êtes capable de répondre à cette question ? En 10 secondes, je l'ai testé. Alors là, heureusement que je ne l'ai pas écouté parce que sinon, tous les patients se font opérer, biopsier, etc. Pour le moment, ça va sûrement progresser, mais pour le moment, on a déjà déposé un brevet aujourd'hui, donc allons-y tranquillement. Quoi. Et pour clore, voilà, on n'aura pas procrastiné en ce sens-là en tout cas. Pour clore cette émission anti-procrastination, comme Pierre de Ronsard, docteur Serge Rafal, faites ce qu'il écrit à Hélène. Vivez si vous m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. C'est une très belle fin. Merci en tout cas Michel Temam d'être venu, paru chez Odile Jacob. Vous êtes capable, vous allez réussir. Je crois qu'on a fait une très belle émission. En tout cas, elle était très réussie. Merci Serge Surpin à la réalisation. Merci Dr Vladimir Mitz. Merci Eva Soto. Merci Dr Serge Rafal. Merci. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.